Moi, j'interviens en tant qu'étudiante de Madeleine, qui a eu l'honneur et l'avantage d'être dirigée par elle pour un thème précisément qui n'est pas tout à fait classique chez Madeleine. C'est un thème éminemment féministe, puisque j'ai fait ma thèse avec comme intitulé « La démocratie à l'épreuve des femmes ». Et bien sûr parce que j'avais eu Madeleine comme enseignante à Paris 8, mais aussi parce qu'elle avait cette qualité, enfin, qui était vraiment remarquable de ce point de vue-là. Elle avait beaucoup de défauts, mais cette qualité était absolument remarquable. À partir du moment où on argumentait, tu le disais Gilles, elle acceptait très volontiers de diriger des travaux qui n'étaient pas sa spécialité. Au contraire, elle apprenait beaucoup. Moi, elle m'a demandé de définir précisément ce qu'on entendait par genre, etc. À la différence de Michel Perrault, qui avait un point de vue sur l'histoire des femmes et qui était engagé dans cette orientation-là, Madeleine était prête à entendre. Et du même coup, je n'ai pas eu du tout à me plaindre de sa direction, parce que c'était un débat permanent. C'était vraiment un débat permanent. Elle acceptait vraiment cette réflexion à l'échelle de la thèse, à l'échelle du master, pas tout à fait au niveau de la maîtrise. Elle avait une hiérarchie dans la direction, et donc lorsqu'on était en thèse, tout était possible. Auparavant, c'était une enseignante à l'université qui était complètement conforme à ce qu'elle devait être dans le secondaire, c'est-à-dire, Gilles et Nicole l'ont expliqué, elle avait cette facilité et cette qualité extraordinaire de pouvoir communiquer avec son auditoire. Et je lui avais demandé, je crois que j'étais en maîtrise ou en DEA, je me souviens plus, j'étais à ce moment-là dans le secondaire, j'avais une classe de 4e, je lui avais demandé de venir présenter, c'était à l'époque où elle avait dû publier « Ils ont pensé les droits de l'homme », je crois que c'était l'intitulé. Ça m'avait un peu fait rire, l'intitulé, puisqu'elle m'avait dit, ça c'est une assise, elle m'avait dit « Comment penser l'histoire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de titre, ça me fait penser à Furet, ça ne veut rien dire. » Elle acceptait que les contemporains pensent, mais pas les historiens au sens où on pouvait l'entendre et au sens où moi, peut-être, je pouvais l'entendre. Donc, je l'avais emmenée voir mes étudiants de 4e et elle avait fait... Mais elle a eu un succès extraordinaire. Silence absolu, il y avait toutes les classes de 4e du collège, où elle avait raconté comment ils avaient pensé les droits de l'homme. Et j'ai un souvenir absolument inoubliable, et les élèves s'en souvenaient encore. Savez-vous, disait-elle, savez-vous que ceux qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme, ils étaient persuadés, mais persuadés, que dis-je, convaincus que c'était une déclaration totalement inachevée et que cette déclaration reviendrait dans les débats. Et du même coup, comme c'était un texte complètement, pour les élèves, surtout à cette époque-là et à cet âge-là, un texte presque sacré, comment on pouvait imaginer que la Déclaration des droits de l'homme ait été inachevée? Et donc, elle avait cette qualité extraordinaire dans les cours. Donc, elle faisait des cours, effectivement. Elle racontait l'histoire. Moi, elle m'a donné le goût de raconter l'histoire. Mais elle avait cette hiérarchie, comme vous la connaissez, très établie. C'est-à-dire qu'en premier lieu, elle était extrêmement élitiste. En premier lieu, les normaliens. C'est-à-dire qu'un normalien, même si il n'était pas tout à fait à l'aise avec la connaissance, même si le savoir du normalien n'était pas tout à fait ce que l'on attendrait d'un normalien, il était quand même normalien. Et ça, c'était absolument incontournable. Deuxième hiérarchie, me semble-t-il, c'est les intelligences. Elle avait, il me semble qu'elle ressemble de ce point de vue-là qu'elle ressemblait de ce point de vue-là à Balzac. Je crois qu'on aurait pu lui confier le choix qu'avait fait Balzac d'imaginer le parti des intelligences. Et j'en veux pour preuve, alors qu'elle était particulièrement historienne académique d'une certaine manière, elle respectait la hiérarchie, elle respectait
tout ce qui était de l'ordre du savoir et de l'acquis lié au savoir. Elle avait la seule dérogation, je crois être responsable de cette dérogation et donc de cette déviation d'une certaine manière. Elle a accepté de donner une maîtrise sans soutenance et l'étudiant n'a pas achevé sa maîtrise parce que l'étudiant en question était particulièrement intelligent. Il lui avait promis de rendre la totalité de sa maîtrise, mais elle n'était pas achevée. Et ça, elle m'en a un petit peu voulu, mais quand même, c'est parce qu'elle respectait l'intelligence de l'étudiant en question. Rassurez-vous, l'étudiant en question a fait une brillante carrière. Il est devenu un très grand responsable de la formation des archivistes. Donc, de ce point de vue-là, elle était tout à fait dans la norme, d'une certaine manière. Et puis, un petit point aussi sur la question du féminisme de Madeleine. Tout à fait d'accord avec toi, Nicole. Madeleine Robériou n'était absolument pas féministe. Ce n'était pas une question qu'elle se posait, mais parce qu'elle n'aimait pas les femmes victimes. C'est-à-dire que longtemps, on a imaginé que le féminisme, c'était un courant qui saluait en quelque sorte la prise de conscience des femmes, qui dénonçait la domination, mais il y avait une tonalité légèrement victimaire. Je crois que Madeleine, si elle avait assisté à la société du spectacle qui est la nôtre aujourd'hui dans ce domaine, aurait été particulièrement atterrée. Et je suis intimement convaincue que le texte de Virginie Despentes ou la sortie j'oublie son prénom, Haenel, son prénom, Adèle Haenel, n'aurait pas été très appréciée par Madeleine Robériou. Elle n'aimait pas la société du spectacle. Elle aimait les femmes qui se battaient, elle aimait les femmes qui se défendaient, et elle respectait réellement le travail, à condition, comme tu le disais, je crois que Gilles, à condition qu'on apporte la preuve du bien fondé de notre orientation et de notre réflexion. J'ai un souvenir particulièrement ému de nos discussions extrêmement tendues sur Foucault. Elle ne voulait pas entendre parler de Foucault, sauf que lorsque on a débattu de la question, elle acceptait à condition qu'on apporte des arguments, que ce soit du côté des mots et des choses, du côté, bref, de tout ce qu'avait pu écrire Foucault. Et moi, je faisais partie de cette génération qui avait été formée par Foucault. Et donc, c'était un dialogue extraordinairement intéressant. Et là où je nuancerais un petit peu, c'est que, certes, elle n'était pas féministe, mais lorsqu'elle nous a invités, quelques-unes d'entre nous, à Orsay, au moment de tout son parcours au musée d'Orsay, avant même que le musée ouvre, la première chose qu'elle m'a demandé, c'est le premier écrit, moi, qu'elle m'a demandé, c'est « Travaux de femmes au XIXe siècle », à partir bien sûr des tableaux d'Orsay, des artistes dont le musée possédait les œuvres. Sauf que, bon, l'élite l'emporte. J'avais fait appel à une collègue amie pour travailler avec moi dans le dossier d'Orsay. La première chose qu'elle lui a demandé, est-ce que vous êtes agrégé et est-ce que vous avez fait Normal Sup? Ma collègue et amie était artiste au sens le plus fort du terme. Heureusement, elle était agrégée, mais elle n'avait pas fait Normal Sup. Et elle ose lui dire, je me souviens dans son bureau, mais je ne pense pas que les meilleurs artistes à l'heure actuelle sortent de Normal Sup. Donc Madeleine dit comment? Bon, enfin, c'était plutôt marrant, ces petits apartés comme ça et ces petites interrogations. Et à Paris 8, alors j'en profite quand même j'ai jamais accepté de parler de Paris 8 parce qu'il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup d'hypocrisie, mais compte tenu de ce que est devenu aujourd'hui Saint-Denis, Vincennes-Saint-Denis, je crois qu'il est nécessaire de revenir à ce département d'histoire de Vincennes dans lequel quelqu'un tout à l'heure... c'est toi qui en as parlé tout à l'heure, avec Jean Bouvier,
C'est-à-dire que Julliard, Bouvier, Mossé, etc., c'était un département, je dirais presque exceptionnel. Alors, il est vrai que c'était après 68, qu'il y avait toutes les possibilités de pouvoir débattre et de discuter, y compris avec les enseignants, mais la hiérarchie était particulièrement importante et contrairement à ce qu'on imagine, il y avait quand même cette force de la parole d'une maître. Et moi, c'est ce qui m'a séduite d'une certaine manière parce que je suis arrivée je suis le pur produit de Vincennes puisque j'ai travaillé avant de reprendre mes études. Et lorsque je suis arrivée à Vincennes, bien, on avait cette possibilité de vaticiner un peu partout. Donc, je suis allée en sciences politiques, ensuite en philo, et j'ai terminé le deuxième semestre en histoire. Et j'ai trouvé que la rigueur du travail historique était plus attractive que le laisser-aller des discussions un petit peu, certes extrêmement intéressantes, mais ça me faisait un petit peu peur de faire mes études en philo à Paris 8. Alors j'ai choisi l'histoire, bien m'en a pris, parce que c'est grâce à Madeleine que j'ai pu présenter le concours des IPES, avec tout ce que ça implique comme possibilité et comme ouverture vers non seulement l'enseignement, mais aussi j'ai pu faire mes études tranquillement, en étant payée, en ayant une indemnité supplémentaire, puisque j'étais cadre à l'assistance publique, administrative à l'assistance publique, et comme on ne doit pas diminuer notre salaire, j'avais donc une indemnité supplémentaire pour faire mes études. Ce que je faisais le week-end, j'étais payée pour le faire, c'était pour moi pain béni et c'était assez extraordinaire. Et là, j'avoue que je dois cette ouverture vers les IPES à Madeleine. Et lorsque les résultats des IPES ont été publiés, je ne sais pas si vous avez connu Vincennes, mais le département d'histoire était à un étage, donc je montais l'escalier, elle descendait, avec la hiérarchie qu'impose la position entre descente et montée. Je lui dis, est-ce que tu as les résultats ? On se tutoyait, mais à mon avis, c'était quand même un artifice à cette époque-là, mais qu'importe. Et elle me dit, oui, j'ai les résultats, tu aurais pu être première, tu n'es que seconde. Donc, les résultats, ça, c'était Madeleine, avec, elle m'avait donné des cours particuliers pour que je puisse accéder à ce concours en m'apprenant les explications de texte, les dissertations, puisque j'avais quand même un certain retard et certaines lacunes à combler. Mais ce n'était pas ça l'objet de mon intervention. Parce qu'à cette époque-là, nous sommes après 68. Alors il est vrai que moi j'entre à Vincennes, j'étais préalablement militante. J'avais eu l'honneur et l'avantage d'avoir été licenciée, si je puis dire, par le Parti communiste avant 68 sur un trottoir parce que je distribuais des tracts du Comité Vietnam National. Je n'ai pas eu droit à une réunion de cellule, mais j'étais à ce moment-là à la voie communiste, donc très engagée. Donc j'entrais à l'université avec un certain bagage à la fois politique et théorique. J'avais déjà largement lu un certain nombre de textes, de Sartre en passant par Camus, avec tout ce que ça implique, y compris les cahiers marxistes-léninistes, j'en passe et des meilleurs. Si bien que nous étions quelques-uns, et en particulier ceux qui avaient présenté les IPES, dont celui qui a obtenu la maîtrise sans l'écrire, enfin sans la terminer. Nous avons pu, dans cette atmosphère assez singulière, partager pendant un an un salaire d'IPES, alors qu'il n'y avait que 3 postes disponibles. Nous étions 4. Pendant un an, nous nous sommes répartis à 4. Le reste, avec beaucoup de facilité et beaucoup de bonheur, pour que les 4 puissent bénéficier de la 4e année d'IPES. Ça, c'est une petite parenthèse, mais nous étions tous très attentifs à ce qui se passait sur le plan politique, comme vous pouvez l'imaginer. De temps en temps, on allait écouter les cours ici ou là, et ça n'avait strictement rien à voir avec le cours d'histoire, au point que toujours celui
je vous donnerai son nom après, toujours celui qui a obtenu sa maîtrise sans la terminer. Un jour, on avait un rendez-vous et puis le souci de soi de Foucault venait de sortir et il me dit « Est-ce que tu as lu le souci de soi ?» Alors je lui dis « non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas lu. Comment tu n'as pas lu? C'est pas possible, etc. » Donc on était très à l'écoute de ce qui se passait et donc à l'écoute de toutes ces critiques qui émanaient des historiens. Et c'est surtout là-dessus que je voudrais intervenir. C'est-à-dire qu'il y avait une période où l'idéologie était mise en cause. Une idéologie particulièrement malfaisante, que ce soit l'idéologie maoïste ou l'idéologie marxiste au sens orthodoxe du terme. Et cette idéologie marxiste au sens orthodoxe, je distingue bien marxien de marxiste. Et pratiquement tous les profs de Paris 8 s'interrogeaient sur leur propre histoire ou leur propre écriture de l'histoire. Claude Mossé a refait un manuel d'histoire grecque dans la mesure où le précédent avait elle avait appliqué de manière beaucoup trop orthodoxe, d'après ses propos, l'idéologie marxiste à l'histoire antique. Et il s'est trouvé que Claude Mossé, qui était particulièrement lucide sur l'écriture de l'histoire, avait demandé à Vidal-Naquet de venir auprès des étudiants expliquer comment il était arrivé à écrire Le Chasseur noir. Et on avait eu tout un débat avec la méthode particulière de Vidal-Naquet, qui ne s'adressait pas à la salle, mais qui parlait le dos tourné aux étudiants. Il parlait au tableau, d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous avez entendu un cours de Vidal-Naquet, mais c'était assez exceptionnel. Et on avait vraiment débattu avec lui, bien que la situation, du point de vue physique, c'était un peu particulier, sur le thème « Les esclaves sont-ils une classe ?» Et ceci, c'était quelque chose qui, comment dire, courait dans le département d'histoire à Paris 8. Jean Bouvier, par exemple, avait quelques malaises à rendre compte, tout en se taisant, mais tout en le disant, des propos ou des écrits qu'il avait tenus à la grande époque stalinienne. Et il était extrêmement attentif, très, très, très à l'écoute de tout ce qui se disait, de manière très excessive, souvent à Paris 8, mais sur la critique du stalinisme. Et ça, c'était quelque chose qui était intrinsèquement lié au débat à l'intérieur du département de Paris 8, dans lequel chacun d'entre nous était, et bien sûr Madeleine aussi avec les autres. Sauf que Madeleine était différente. Madeleine ne se sentait pas, c'est un point de vue comme cela va de soi, extrêmement subjectif, ne se sentait pas interpellée par cette réécriture de l'histoire. Parce qu'elle-même, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, elle s'était, je crois, l'expression auto-libérée de la fidélité au stalinisme. C'est pour ça que je te posais une question tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle avait fait en 1956, parce que j'avais posé la question à cette époque-là, elle n'avait pas répondu. Et donc, elle ne se sentait pas concernée par cette relecture, réécriture chez Claude Mossé, dans la mesure où elle n'appartenait pas, d'une certaine manière, à ce courant-là. Vous me direz si je me trompe, tout simplement parce que Madeleine, c'était d'abord et avant tout une enfant de la République. Elle était d'abord républicaine, bien sûr dreyfusarde, jaurétienne, mais républicaine. Et du même coup, ce rapport à l'écriture critique qu'avaient fait les historiens marxistes, ce n'était pas tout à fait son objet. Elle réfléchissait sur l'écriture de l'histoire républicaine. C'est la raison pour laquelle, après coup, j'ai compris pourquoi elle était très en colère lorsque je lui avais dit qu'on avait publié un article de John Scott. C'est nous qui avions introduit le texte de John Scott, Le genre comme outil d'analyse.
Et je lui avais dit, ce qui serait bien, maintenant je pense qu'il faut penser l'histoire avec l'outil d'analyse qu'est le genre. Je fais une petite parenthèse, le genre à cette époque-là, c'était un concept qui permettait d'interroger les savoirs établis. Aujourd'hui, le genre, c'est un mode d'être, donc on est à des kilomètres de la manière dont le travail a été fait à ce moment-là. Et je lui disais, il nous faut penser l'histoire avec l'outil d'analyse, le concept de genre. Et là, elle s'était mise à hurler, comment on peut penser l'histoire? On ne va pas faire du furet, disait-elle. Elle n'avait absolument pas digéré le livre de François Furet, Penser la Révolution française. Si bien qu'en 1992, lorsqu'avec Agulon, elle avait décidé de faire une contre-commémoration contre Furet, donc pour la République, elle m'avait convié, j'étais débutante dans la carrière, elle m'avait convié au colloque sur la République de 92, et il y avait eu cette grande manifestation à la Sorbonne où il tentait, Agulon et elle, de faire le poids par rapport à Furet pour rétablir en quelque sorte la balance et faire en sorte que la Révolution ne soit pas entièrement dans les mains de ceux qui considéraient les sans-culottes comme tout simplement des outils ou assujettis à l'idéologie jacobine. Et lorsque ce colloque avait eu lieu, où j'étais intervenue parce que je trouvais que Maurice Agulon exagérait quand il parlait du suffrage universel, donc j'étais intervenue publiquement. Elle m'avait fait des gros yeux en disant « c'est pas l'objet, c'est pas la lutte principale, il fallait pas intervenir sur la question des femmes », mais il n'empêche qu'elle m'a soutenue largement en d'autres temps sur cette question-là. Et donc, penser l'histoire, c'était pas son affaire. Elle était républicaine et il était indispensable de respecter, elle n'aurait pas parlé comme ça, hein, l'historicité de l'histoire. Et il n'y a pas très longtemps, puisque je suis en train de préparer un livre à l'encontre des idéologies qui ont masqué pendant plusieurs décennies la pensée critique, je retravaille sur l'affaire Dreyfus et j'ai retravaillé sur les écrits des uns et des autres. En 1994, il y a eu une exposition à la BDIC et dans cette exposition, il y a toutes sortes, bien entendu, de travaux de cette époque-là, et ça a fait l'objet d'un livre, pratiquement, où tous les historiens de l'époque figurent dans ce livre, en 1994. Alors, Nicole, tu as entièrement raison à propos du fait, lorsque tu dis que Madeleine n'était pas féministe, parce que j'ai constaté avec stupéfaction que dans cet ouvrage, nous sommes en 1994, hein, il n'y a strictement rien sur les femmes. Un seul chapitre, c'est le centenaire de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui marque. Et il y a juste un petit chapitre sur les femmes en représentation dans cet ouvrage. Et là, j'ai été un peu stupéfaite, mais j'ai retrouvé Madeleine dans sa fidélité extraordinaire avec l'historicité d'un moment historique. Et donc, je m'interrogeais moi-même sur les silences de Jaurès, 4 ans quand même, c'est beaucoup, pendant l'affaire Dreyfus, et j'imagine que dans ce colloque, ils se sont largement interrogés sur les silences de Jaurès et de bien d'autres, je ne parle pas de Jules Guesde, et de bien d'autres qui étaient ouvertement ou presque antisémites, mais ce silence, Madeleine l'explique. Elle dit: l'essentiel, une bonne partie de l'opinion ouvrière est antisémite. Que voulez-vous que fit Jean Jaurès? Que voulez-vous qu'il fit? Lorsqu'il se présente à Carmaux, et vous vous rappelez, car il est à ce moment-là non élu, il n'a pas été élu, mais il se tait. Parce que si, c'est moi qui parle, il avait pris position en faveur de Dreyfus à ce moment-là, il risquait sans aucun doute, encore plus, de ne pas avoir été élu. Ce n'est qu'après l'échec de Carmaux qu'il prend position ouvertement, donc,
en faveur de Dreyfus. 4 ans, c'est long. Et donc, elle est comme tout le monde, et ils sont tous comme tout le monde. Comment se fait-il qu'il y ait eu ce silence aussi important? Et c'est tout le problème entre être en accord avec l'opinion publique, avec l'opinion elle-même, et là c'est moi qui parle, elle-même victime de l'antisémitisme depuis des lustres, puisqu'il faut remonter à Fourier, Toussenel, Blanqui, que dire de Proudhon quand on sait que le mouvement ouvrier a été profondément marqué par l'idéologie proudhonienne. Je ne cesse depuis des lustres de m'insurger contre le titre qu'on donne à Proudhon comme le père de l'anarchie. Il est à des kilomètres de l'anarchie, me semble-t-il, à la fois par son antisémitisme déclaré et sa misogynie déclarée. Donc tout le mouvement ouvrier a été en quelque sorte éduqué à se taire sur la question de l'antisémitisme. Et on sent bien à la fois l'importance de la réflexion de Madeleine sur ce pourquoi du silence, et d'autre part, à la fois sa gêne et sa fidélité au combat de tous ceux qui sont devenus des Dreyfusards, qui sont à l'origine de la République, qui ont effectivement été en capacité de redresser l'affaire, en quelque sorte, de sauver la République. Et elle termine son article en disant, effectivement, ils ont sauvé la République. Et ça, c'était l'essentiel pour Madeleine. Il fallait sauver la République du déshonneur. Et c'est pourquoi, Gilles, tu vas t'en souvenir, j'ai été particulièrement... je m'arrête là. J'ai été particulièrement peinée de voir tout ce qui s'était passé autour du film de Polanski. Je pense que personne n'a vu correctement le film de Polanski sur l'affaire Dreyfus, parce que Polanski n'a pas donné le héros à Picard. Certes, c'est Picard qui tient la première place. Il a simplement voulu dire, si on sait interpréter le film, que Picard, incontestablement, a sauvé l'honneur de la République en sauvant l'honneur de l'armée. Picard était antisémite avant l'affaire Dreyfus, et il reste antisémite à la fin, lorsqu'il est ministre des armées. Et c'est ça le sens, à mon avis, du film de Polanski. C'est pourquoi cette question est assez fondamentale, dans la mesure où tout ce qui avait été historiquement mis sous le tapis ressort à l'heure actuelle. C'est-à-dire toutes les questions qui n'ont pas été abordées, que ce soit du côté du colonialisme ou du côté du racisme. C'est la raison pour laquelle je terminerai simplement, et je finis là-dessus, par une citation dans l'article de Wilhelm-Laquais, Résistance à la guerre d'Algérie, une citation de Liauzu. Donc, les colonies, Claude Liauzu, je ne sais pas si vous vous rappelez, les colonies ne sont jamais entrées dans les catégories révolutionnaires du communisme, en raison, à l'évidence, du gommage à peu près total de la question nationale. Le fond culturel asiatique ou arabo-musulman reste entièrement ignoré et la revendication de l'indépendance tend à se restreindre à la lutte des classes. C'est ce dont on discutait à Vincennes, c'est ce dont un certain nombre d'historiens se sont emparés, c'est ce dont Madeleine s'est emparée, avec cette chape de plomb extraordinaire qui était marquée par le grand parti des martyrs de la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait silence, excepté sur l'Indochine, parce que l'Indochine, c'était le Parti communiste qui était dirigeant. Et donc, cette question de l'Algérie a été problématique. On sait très bien ce qui s'est passé dans les années 60, et il y a eu beaucoup de réécriture de ce point de vue-là, mais le Parti communiste, comme vous le savez, a d'abord milité pour la paix en Algérie et bien entendu pas très tardivement pour l'indépendance. Donc c'était ces éléments entre, je dirais presque esquissés, que je voulais, dont je mon chapitre sur l'idéologie républicaine. J'aurais bien aimé avoir votre point de vue sur ma façon de penser avec Madeleine.
je fais une petite dérogation à son exigence. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des questions sur tout ce qui vient d'être dit? Antoine Robert. Ouais, j'ai plus un petit mot sur Madeleine universitaire. Donc, il y avait son élitisme immédiat. Et puis il y avait également, elle avait une manière très tranchée de hiérarchiser les disciplines. Il y avait évidemment l'histoire, la philo, ça a été dit bien entendu. Puis alors après, sur les sciences sociales, elle n'en pensait pas grand-chose. Donc ma mère était sociologue. Donc, la sociologie, Madeleine, il y avait Bourdieu. Et aussi, bon, Bourdieu, mais alors le reste, voilà. Et donc moi, c'était... Ouais. Et donc, bon, moi, j'étais un de ses petits, et c'était vraiment un modèle, moi, il me fascinait. Et donc, je me disais, j'aimerais être universitaire, j'ai compris que sa figure tutélaire, l'histoire, ça c'était compliqué, puis j'étais pas dans rien. Donc je me suis mis à faire de l'économie. Alors là, déjà, la sociologie, c'était compliqué, mais alors l'économie, vraiment, là, ça ne me parlait pas du tout. Alors la seule chose, si, parce qu'il y avait dans le comité de rédaction du mouvement social, il y avait Robert Boyer, économiste, donc ça, du coup, ça, vaguement, c'était la seule petite porte d'entrée. Et en fait, juste pour terminer, elle a commencé à s'intéresser à ce que je faisais quand, en fait, il se trouve que Patrick Frédançon était assez copain avec mon directeur de thèse. Et donc, il est allé voir Madeleine et puis il lui a dit, mais le directeur d'Antoine, c'est un intellectuel, c'est un gars bien. Et donc, à partir de là, elle a commencé, j'avais le blanc-seing de Patrick Frédançon, et donc elle a commencé à s'intéresser à ce que je faisais. Elle est venue, en fait, à ma soutenance de thèse. Ouais. Et j'ai encore, et donc je vais passer ma thèse, et je l'ai encore annotée de fond en comble comme elle faisait. Là. Et donc chaque page cornée, avec des annotations partout, j'ai toujours gardé, c'est un document qui compte beaucoup pour moi. Mais je crois qu'elle m'a donné le virus critique à l'égard de la sociologie. Je ne parviens pas, non, elle et Foucault. Je ne parviens pas à, je ne sais pas, il y a toujours un problème avec les sociologues. Juste un petit point d'information, c'est que, à propos des 121, si vous regardez sur Internet, il y a la liste qui a été prise, le respect de l'Académie. C'est terrifiant en France. La liste des signataires des 121 a été prise dans le livre de Sirinelli. Et Sirinelli a totalement enlevé tous les noms qui ne lui parlaient pas, tout simplement. Donc c'est pas simple. Il y a 3 listes, en fait. Il y a 3 listes des 121. Il faut regarder la deuxième, parce que la deuxième liste, elle est complète parmi tous ceux qui avaient signé, c'est-à-dire les 121. Ensuite, il y a eu d'autres signatures. Mais ce qu'il faudrait pouvoir intervenir auprès de je ne sais trop qui, et sortir cette liste de Sirinelli qui non seulement tout simplement a fait son choix, mais qui plus est, a fait des choix très particuliers sur le rôle des intellectuels. Ça, c'est ma petite critique de l'Académie, qui est quand même très pesante ici en France. Si tu permets, sur Internet, il y a plusieurs listes qui sont... Il y a 3. Dont une qui... Je les ai comptées, moi, je me suis dit, est-ce qu'il y en a vraiment 121 ? Et il y en a 121. Oui, il y en a 121. Sur un des sites, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Ah oui, mais évidemment. Ouais. Et Madeleine est dans la seconde. Madeleine n'a pas signé les 121, elle a signé après. Elle a signé après. Oui. Mais même dans les 121, Sirinelli a enlevé tous les noms qui ne lui parlaient pas. Ah oui. Il dit qu'il fait un livre sur les intellectuels, donc il cite ceux des 121 qui étaient des intellectuels. Oui, mais comme il fait un tri, il fait un tri quand même sur les intellectuels, il a été capable. Il y avait beaucoup de divergences avec Sirinelli, mais c'est vrai que je crois qu'elle me disait que son père, ayant été un brillant idéaliste, elle respectait Sirinelli parce que son père était directeur de l'ENS. Bien sûr. Ah, bien sûr.
pas à cause de son apport propre à l'histoire, mais il était fils de directeur de absolument. Ouais. Et ça, c'est vrai, ça fait partie effectivement de Madeleine. Très attentive à ça, et ça, c'est très républicain aussi, bien sûr. Oui, elle était d'abord républicaine. À la limite, chez Jaurès, c'est dans la passion pour Jaurès, aussi parce que Jaurès était un grand politique, un grand homme du peuple, du prolétariat, peut-être plus du prolétariat que du peuple d'ailleurs, et un grand de la question sociale, et aussi un grand homme de culture, un grand homme de l'université, et que voilà. Non mais tu as été témoin quand je lui... Tu as été témoin, tu étais là quand je lui ai fait état de l'article de Jaurès, antisémite, de 96. Tu te souviens pas, quand on a eu ces discussions, on dînait chez elle. Je ne dirais pas que cet article est antisémite. Pour moi, si. Je l'ai exprimé dans un colloque organisé par l'Église des droits de l'homme, mais donc, peut-être moins sur la question. Il y a des aspects, des articles de Jaurès qui demandent explication. Pourquoi ? Ah oui, celui-ci en particulier, qui avait été découvert par une de mes étudiantes. Il y en a un qui est pire, mais que... Évidemment, ça c'est drôle, mais il y en a un qui a été pire, mais que Madeleine, en général, m'interdisait de citer. Oui, c'est ça. Ouais. Mais celui dans la dépêche du Midi... Un de ses voyages en Algérie, par exemple. Non, dans la dépêche... L'Algérie compte... Il n'y a pas que ça. Les voyages en Algérie comptent beaucoup. Dans la dépêche du Midi, en 96, il dit... C'est pas exactement les phrases, mais c'est le sens. Désormais, c'est la fin du terroir français. Les Juifs parisiens achètent des terres d'Auvergnat. Comme ça, oui, c'est bien contre la spéculation foncière. Oui, mais il se trouve que ça participe d'un processus bien connu où les Juifs, c'est Rothschild. Hein. Ah oui, Jaurès, enfin, on s'éloigne là, Jaurès. Dans mon article, qui est très bien, hein, Jaurès tu me l'envoies. Jaurès découvre la possibilité que les Juifs soient prolétaires en 98. Oui, c'est ça. Avant, ils ne sont pas prolétaires. Les républicains, c'est très bien, parce qu'il y a des camarades à Normatsu, puis après, il y a des coutures d'un Juif qu'il aime beaucoup. Et ce sont des intellectuels républicains, c'est très bien. Après, il voit aussi qu'il y a d'affreux capitalistes et escrocs qui sont juifs. Qu'il puisse y avoir des prolétaires juifs, il le découvre en 98. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai salué, enfin je suis très content que Drouin et Dreyfus aient pu rééditer un prolétariat méconnu, même si ça prend des juifs étrangers, parce qu'effectivement c'est un livre important, c'est qu'en 98, quelqu'un Jaurès, à cause de ce livre et à cause aussi d'une pétition d'ouvriers juifs de Paris, qui disent en gros on existe, et c'est à ce moment-là que Jaurès n'est pas seul en cause, parce que c'est à peu près vrai aussi pour les guédistes, un certain nombre se rendent compte, enfin même la fable, on peut être on peut être dans la misère et on peut être juif. Zévaès surtout. Et ce qui fonde bien ça, c'est qu'effectivement, après on peut regarder tous les numéros d'avant, ça n'est jamais dit. Donc ça, je pense qu'effectivement, Madeleine aurait aimé continuer à dialoguer et à s'enguirlander avec toi sur le républicain, la lutte des classes, etc. C'est des débats qui continuent, je vois. C'est ça. Enfin. Oui, je voudrais qu'ils redisent la phrase, parce que ce qui est intéressant en Algérie, les Juifs achètent des terres. Là, c'est pour l'Auvergne. D'Auvergne. N'importe. Oui. N'importe, c'est pareil. Ça vient directement de Georges Sand. Hein, le pouvoir futur, pour Georges Sand, c'est une femme, je pense à Nanon, par exemple, 72, c'est pas la commune. Le pouvoir, c'est la petite propriété rurale. Ça, c'est une chose très forte pour Georges Sand. Et alors, à partir du moment où les Juifs, oui, bon, ils peuvent être pauvres, ils peuvent être Rothschild, ils peuvent être tout ce qu'on veut, mais si, c'est encore pire, ils peuvent acheter des terres dans des villages comme ça. Alors là, c'est la fin des haricots. Bon, alors, je ne vais pas continuer sur ce sujet et l'antisémitisme à gauche pour reprendre le titre du livre de Dreyfus. C'est un vrai sujet compliqué. Je suis entièrement, j'ai trouvé très bien ton intervention, Michel, je suis entièrement d'accord avec toi. Je dirais que Madeleine, j'ai deux choses à dire, mais presque une question. Madeleine avait, je crois, en horreur toute théorie. Oui. Pour une femme qui avait pensé très sérieusement faire de la philosophie, elle aimait penser quelque chose, mais perdre son temps à se demander comment on pense, alors ça, non.
Oui, mais la défense, par exemple, pour ma thèse, bien sûr, elles ont toujours été ensemble, et la fois au jury de ma thèse et au jury de la thèse d'habilitation. Avant la thèse, la soutenance de thèse, Michel Perrault avait téléphoné à Madeleine en lui disant « Oui, d'accord, mais dans la thèse de Michel Riot-Sarcey, c'est un peu trop théoriciste. » Elle m'avait téléphoné, je me souviens que c'était pendant les vacances, et elle m'avait dit « Il faut que je trouve un argument pour aller à l'encontre. » Parce qu'à partir du moment où elle avait fait le choix de l'étudiante, donc moi, j'étais intouchable. Donc même si elle-même devait penser que citer Foucault comme ça, enfin ça n'avait strictement rien à voir, mais à ce moment-là, elle défendait mordicus. Je ne me souviens plus l'argument qu'elle avait employé, mais ça allait à l'encontre de tout ce qu'elle pouvait elle-même penser. C'est-à-dire qu'elle défendait vraiment, c'était la fidélité. Elle avait fait ce choix, donc elle l'assumait complètement envers et contre. Mais c'est vrai que le fait d'imaginer qu'on pense l'histoire, c'était pour elle une aberration. Ouais. Et alors, deuxième chose, c'est un souvenir personnel. J'ai un très joli souvenir de Madeleine, que je crois que je n'ai pas raconté souvent. J'ai toujours d'ailleurs un fils, sur les deux, qui était au lycée pendant que sa prof d'histoire faisait une campagne présidentielle numéro 2, donc c'est 87. Donc il était encore, il avait 12 ans, quoi. Et la prof était tellement occupée avec la campagne présidentielle pour la bonne cause, certainement, qu'elle s'occupait absolument pas de ses élèves. Et j'avais raconté ça à Madeleine, elle leur avait donné un devoir à faire, le dossier, je ne me rappelle plus le sujet. Il avait rendu son dossier, il avait travaillé comme un malade, il adorait ça. Elle avait mis une bonne note, je me rappelle bien, et puis rien d'autre, elle n'avait pas le temps. Madeleine, qui était à l'époque présidente de l'établissement public de Dorsel, me dit « Ouh là là, Nicole, apportez-moi le devoir de votre fils. » Alors le lendemain matin, je glisse le devoir sous la porte du bureau de Madeleine, et le lendemain soir, le surlendemain matin, me traite tout de suite. Elle me renvoie le dossier annoté, corrigé, de bout en bout. C'était absolument génial. J'ai rendu ça à Cher Petit Pierre, ça commençait comme ça. Cher Petit Pierre, il est devenu historien. Est-ce qu'il faut rappeler que les IPES, qui sont une grande institution qui a beaucoup aidé... Ah, moi, je dois tout aux IPES. Hein. Ça a été créé par le gouvernement Guy Mollet. Ah. Merci Guy Mollet. Grâce à René Pierre et à Guy Mollet, nous avons une grande historienne du féminisme. Comme il a été de temps en temps égratigné dans la première partie, dans la journée, il y a un bilan social. La troisième semaine de projet payé. Et je vais pouvoir dire des droits de l'homme, on a rajouté dans la défense du gouvernement Guy Mollet. Et à l'entendre de le faire. Non, j'ai plus. S'il n'y a pas d'autres interventions, on clôt. On va pouvoir passer la parole à notre cher président Malik Salancourt pour clôturer cette journée. Pour clôturer cette belle après-midi, alors c'est sûr que de là où je parle, comme président de la Ligue, et quand on parle de... Ah oui, le micro.